bienvenue dans Décoloniser, le podcast consacré à l'actualité antiraciste. Mon nom est Malika Sana et je vous retrouve chaque semaine pour aborder une question en lien avec le racisme. Décoloniser est un espace où parler de lutte, de résistance et où essayer de comprendre comment fonctionne le racisme pour mieux le combattre. Aujourd'hui débute un fil rouge qui reviendra régulièrement dans les prochains épisodes, c'est celui de la conférence mondiale contre le racisme. Pourquoi s'intéresser à un événement mondial contre le racisme ? C'est dans les années 60 que la notion de suprématie blanche a été évoquée pour la première fois régulièrement par des militants contre le racisme. Ce qui les apportait de nouveau là, c'était l'idée que le racisme puisse être un système global qui se manifeste après localement, à un endroit, dans une situation précise, que ces manifestations locales, elles peuvent être très différentes, mais elles ont toutes les mêmes racines. Et ça, c'est vraiment une notion qu'il est très important d'avoir en tête parce que plus on avance dans le temps, plus ce système raciste, il devient sophistiqué et plus ça devient difficile d'identifier ça comme un système global parce que ce qui se passe localement, ça va prendre des formes plus particulières. Donc quand on s'intéresse au racisme, on peut prendre les choses par la fin, c'est-à-dire le phénomène raciste à l'échelle des individus, et là on rentre dans un niveau de détail qui est très élevé, ou alors on recule jusqu'à avoir une vision d'ensemble, pas pour généraliser, mais plutôt pour schématiser, pour simplifier, dans un but pédagogique. Et quand on est dans cette démarche-là, eh bien, la conférence mondiale contre le racisme de 2001, c'est un outil vraiment excellent pour identifier quelles sont toutes les forces à l'œuvre, quelles sont les grandes tendances. Donc c'est une conférence qui est organisée par les Nations Unies en 2001. Parce que c'est organisé par les Nations Unies, on pourrait décider d'emblée de ne pas s'y intéresser parce que nous, décoloniaux, on considère que les Nations Unies, elles font la promotion des idées impérialistes, elles entretiennent aussi un rapport inégal entre les nations du Nord et du Sud global, et puis elles participent aussi activement à servir l'impérialisme occidental, comme on l'a déjà évoqué pour Haïti, aussi pour la zone Rwanda-RDC, mais on aurait pu l'évoquer aussi pour la Serbie, la Bosnie, le Mozambique, le Soudan, l'Algérie, la Sierra Leone, etc. Les Nations Unies échouent régulièrement à faire exécuter le droit international et à protéger les peuples du monde. Et de ce point de vue-là, les Nations Unies, elles sont à l'image de l'arnaque des droits de l'homme, c'est-à-dire de belles paroles, de grands principes, et puis derrière des actes qu'on doit qualifier de colonialisme, de néocolonialisme. Donc les Nations Unies, l'organisation des Nations Unies, elle perpétue un ordre inégalitaire. Et donc il y aurait presque une contradiction à être un instrument qui maintient l'ordre comme ça, qui maintient aussi la domination américaine, française, britannique, etc., et en même temps se lancer dans un processus contre le racisme. Mais toujours en tant que décoloniaux, on n'est pas des puristes. Donc si dans un espace donné, imparfait, de nombreux acteurs s'investissent, s'il y a un rapport de force qui se crée à l'intérieur, et si des alliances se forment, comme ça a été le cas autour de cette conférence mondiale, alors ça devient très intéressant d'observer et de rendre compte de ce qui s'y est passé. Et ça nous intéresse d'autant plus que ce qui va se passer dans cette conférence, qui va mettre en mouvement des acteurs au niveau mondial, ça va nous donner à voir, à nous, de France, des choses très instructives sur la question raciale. Et on ignore souvent ici à quel point ça nous a impacté de plusieurs manières jusqu'à aujourd'hui et comment ça continue d'avoir des effets. Donc ne pas évoquer cette conférence, c'est vraiment passer à côté de quelque chose d'essentiel. Et la décision d'organiser cette conférence, elle a été prise en 1997, en avril, par la Commission des droits de l'homme aux Nations Unies. Et l'Assemblée générale des Nations Unies a adopté la résolution de la Commission des droits de l'homme le 12 décembre. Donc il était acté qu'il y aurait une conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l'intolérance qui y est associée. Les dates fixées pour cette conférence sont alors du 31 août au 7 septembre 2001 en Afrique du Sud et le gouvernement de Nelson Mandela a proposé de l'accueillir dans la ville de Durban. Cette conférence doit devenir un point de repère dans le combat pour éradiquer toute forme de racisme et ils vont décider aux Nations Unies d'y mettre un mécanisme de suivi très fort pour vérifier que les États tiennent les promesses qu'ils font. Le haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme prévient que ce sera une conférence d'action et pas de discours. Alors ce point-là, il a vraiment son importance parce que si vous écoutez régulièrement ce podcast, vous savez que tout se joue à cet endroit-là, dans le discours qui masque les actes.
Et c'est le rapporteur spécial à la Commission des droits de l'homme qui va organiser concrètement cette conférence. Et l'idée, c'est qu'il en sorte un programme d'action qui puisse ensuite être décliné en mesures nationales et internationales. Dès 1997, les États sont appelés à renforcer la législation nationale et aussi les institutions contre le racisme. Et on leur demande de mettre en place des mesures inscrites dans la durée parce que les États vont devoir présenter des résultats. Pourquoi est-ce que les Nations Unies insistent sur ce point ? C'est parce que il y a eu des conférences auparavant. Ce qui a pêché, en fait, ce sont les résultats. Il y a eu beaucoup de belles paroles et rien de concret. Donc cette fois-là, un cadre est précisé et les États sont aussi appelés à participer financièrement pour que cette conférence puisse être organisée. Alors qui pourra y participer ? Les gouvernements, les corps des Nations Unies, les agences spécialisées, les organisations non gouvernementales, régionales ou nationales ou internationales. Et concrètement, l'objectif de cette conférence sera de rendre compte des phénomènes racistes, xénophobes, des discriminations, des actes d'intolérance et de tout ce qui peut être lié, de mettre aussi en lumière les facteurs politiques, historiques, économiques, sociaux, culturels qui y sont liés, et puis de formuler des recommandations pour des actions concrètes de prévention, d'éducation, de protection, de financement, etc. Et la question de genre, elle est transversale à tous ces travaux. En amont de la conférence, les États ou bien les organisations régionales de type Union européenne sont invités à tenir des rencontres de préparation nationales et régionales. Et en plus de cette conférence, l'année 2001 est dédiée à l'élimination du racisme et de la discrimination raciale. Donc l'ONU attend que tous les États membres participent à cette conférence. C'est pas la première du genre, il y en a déjà eu 2. Et lors des 2 précédentes conférences, en 1978 et en 1983, les échanges avaient été très durs, en particulier sur la question de l'apartheid en Afrique du Sud et sur celle du sionisme. Ça avait été d'autant plus tendu que 3 ans avant, l'Assemblée générale des Nations Unies avait voté une résolution qui assimilait le sionisme à un racisme et à de la discrimination raciale. Cette résolution, elle intervenait 1 an après le fameux discours de Yasser Arafat devant l'Assemblée générale des Nations Unies. سيادة الرئيس، أشكر لكم دعوتكم منظمة التحرير الفلسطينية لتشارك في هذه الدورة من دورات الجمعية العامة لهيئة الأمم المتحدة، وأشكر كل الأعضاء المحترمين في هيئة الأمم المتحدة الذين أسهموا في تقرير إدراج قضية فلسطين على جدول أعمال هذه الجمعية وفي إصدار قرار بدعوتنا لعرض قضية فلسطين. إنها لمناسبة هامة أن يعود بحث قضية فلسطين إلى هيئة الأمم المتحدة، وإننا نعتبر هذه الخطوة انتصارا للمنظمة الدولية كما هو انتصار لقضية شعبنا، لأن ذلك يشكل مؤشرا جديدا على أن هيئة الأمم اليوم ليست هيئة الأمس. ذلك لأن عالم اليوم ليس هو عالم الأمس، فقد أصبحت هيئة الأمم اليوم تمثل 138 دولة، وأصبحت تعكس بصورة نسبية أوضح إرادة المجموعة الدولية، ومن ثم فقد أصبحت أكثر قدرة على تطبيق ميثاقها ومبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وأكثر قدرة على نصرة قضايا العدل والسلام. وهذا ما بدأ يلمسه شعبنا وتلمسه شعوب آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية. الأمر
الأمر الذي أخذ يعلي مكانة هذه المنظمة الدولية في عيون شعبنا وعيون بقية الشعوب، ويزيد من الآمال التي تعلقها شعوب العالم على مساهمة هيئة الأمم المتحدة في نصرة قضايا السلم والعدل والحرية والاستقلال، وتشييد عالم خال من الاستعمار والإمبريالية والاستعمار الجديد والعنصرية بكافة أشكالها بما فيها الصهيونية. السيد الرئيس، إننا نعيش في عالم يطمح للسلام وللعدل وللمساواة وللحرية، يطمح إلى أن يرى الأمم المظلومة الرازحة تحت الاستعمار والاضطهاد العنصري وهي تمارس حريتها وحقها في تقرير المصير، يطمح إلى أن يرى العلاقات الدولية بين الدول كافة تقوم على أساس المساواة والتعايش السلمي وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وتأمين السيادة الوطنية والاستقلال على أساس العدل والتكافؤ والمنافع المتبادلة، يطمح لأن تصب الجهود الإنسانية على مكافحة الفقر والمجاعة والأمراض والكوارث الطبيعية، وعلى تطوير القدرات الإنتاجية والعلمية والتقنية للبشرية لزيادة الثروات وتضييق الفروق بين الدول النامية والدول المتطورة، ولكن ذلك كله يصطدم بواقع عالمي ما زال يسوده الاضطراب والظلم والاضطهاد العنصري والاستغلال، وما زال مهددا بالكوارث الاقتصادية والحروب والأزمات. ما زالت شعوب كثيرة منها زيمبابوي وناميبيا وجنوب إفريقيا وفلسطين وغيرها ضحية للعدوان والقهر والبطش، وتشهد تلك المناطق من العالم صراعا مسلحا فرضته قوى الاستعمار والتمييز العنصري ظلما وإرهابا، فاضطرت الشعوب المضطهدة إلى التصدي له، وكان تصديها عادلا ومشروعا. Et la résolution assimilant le sionisme à un racisme, elle était passée grâce au soutien des pays arabo-musulmans, de plusieurs pays africains et aussi du soutien du bloc soviétique. Et elle intervenait sur un terrain d'affrontement précis, où le camp sioniste tente d'assimiler la dénonciation du sionisme à du racisme. Ça dure depuis très longtemps. On peut par exemple retrouver une déclaration américaine en 1964, donc 64 c'est en plein dans la bataille pour les droits civiques des Noirs, et à cette époque-là, une manifestation antisioniste est organisée sur un campus. Un tract sort qui assimile cette manifestation à du racisme et à de l'antisémitisme. Et donc pour le camp sioniste, cette résolution qui assimile le sionisme à du racisme, c'est vraiment un grand problème. D'autant que ça a pu passer grâce à l'alliance entre des pays arabes et africains, qui sont notamment des pays qui ont arraché leur indépendance, et c'est à ce titre-là qu'ils soutiennent des pays sous occupation et sous apartheid, à savoir la Palestine et l'Afrique du Sud. Donc avec cette résolution de 1975, une bataille est gagnée. Et donc tout l'enjeu pour les sionistes et leur soutien des nations blanches, ça va être d'assimiler la lutte anti-sioniste à du racisme. Et les sionistes vont s'engager dans ces instances internationales pour faire tout ce qui est en leur pouvoir pour supprimer cette résolution.
parce que pour eux, c'est un des moyens d'empêcher le droit international d'être imposé dans cette région. Cette résolution, elle met Israël hors la loi. Or, dans ces arènes internationales, il va se former une sorte de pacte entre colonisateurs. D'une part, Israël qui se bat pour sa survie, et d'autre part, les nations blanches pour qui il est totalement exclu de perdre l'ascendant dans ces instances et de voir leur pouvoir remis en cause. Et donc, dans ce pacte entre nations blanches et Israéliens, chacun va y mettre quelque chose. Les nations blanches, elles apportent leur force disproportionnée dans les instances internationales, et Israël y met l'antisémitisme et donc devient leur minorité alibi. Donc les nations blanches, elles vont brandir cette minorité juive à chaque accusation de racisme, et en retour, les sionistes attaqueront les ennemis qu'ils ont en commun avec les nations blanches. Donc c'est vraiment un pacte de colonisateurs qui se forge dans le cadre de ces conférences. Donc quand ils arrivent tous à la conférence contre le racisme de 1975, ils vont tout tenter pour défaire cette résolution et pour montrer qu'Israël est victime d'une campagne antisémite. Alors les ONG sionistes de type Bnei Brit, Centre Wiesenthal, etc. vont se mobiliser en tant qu'organisation de lutte contre l'antisémitisme, aussi parce que ce statut leur permet d'entretenir des relations privilégiées avec les représentants de l'ONU et les représentants des États, et ils vont lancer une campagne intitulée « Campagne de calomnie contre le sionisme et le peuple juif ». Et en 1975, ils accusent le bloc soviétique d'être à la manœuvre et d'avoir entraîné les pays arabes et africains, ce qui est quand même hyper raciste et méprisant. Lors de la conférence suivante en 1983, l'Afrique du Sud et la Palestine sont toujours les sujets les plus chauds. Et d'ailleurs, ces deux conférences ont été boycottées par le gouvernement américain. Officiellement, les Américains ont dit que ces deux sujets risquaient de diviser et d'empêcher de s'unir autour d'un but noble. Et donc, ils se sont défaussés pour surtout ne pas avoir à rendre de compte sur leurs actions, eux qui sont quand même des acteurs majeurs du système raciste global. Et la conférence de 1983, elle était là aussi pour faire le point sur toutes les actions qui avaient été engagées par les États en 10 ans. Et le sujet qui a le plus été pointé du doigt lors de cette conférence, ça a été l'apartheid en Afrique du Sud. Donc quand en 1997, une nouvelle conférence est planifiée, l'apartheid sud-africain a été éradiqué et c'est Mandela qui accueille en tant que chef d'État. C'est la première fois qu'une telle conférence a lieu sur le continent africain. Mandela en plus est mondialement une figure respectée par les non-blancs et par une partie des blancs, pour de bonnes et de mauvaises raisons. Et surtout, ce pays symbolise quelque chose, l'espoir d'éradiquer le racisme, et c'est un symbole qui est très mobilisateur. Donc à cause de la stature de Mandela, c'est très difficile pour les nations blanches de boycotter par principe. Elles vont être obligées de la jouer fine, c'est-à-dire participer au processus sans rien impulser qui remette en cause leur politique intérieure et extérieure. Et le pays qui est le plus en panique, c'est Israël, parce que ça peut tout à fait, sur le continent africain, se transformer en un tribunal mondial avec les gouvernements et les ONG qui exigent que l'occupation cesse. Et donc, comme ils ont pris l'habitude de le faire, les sionistes et les nations blanches vont collaborer et définir une stratégie commune. Pendant ce temps-là, en France, en 1997, l'action culturelle, elle mobilise beaucoup les milieux de l'immigration. Il y a les Vite Écrit à Toulouse qui se désinvestissent de la politique de la ville pour devenir des acteurs culturels et ils fondent l'association Tactique Collective cette année-là. On avait vu que Vite Écrit était dans l'action sociale classique de la politique de la ville, c'est-à-dire qu'ils faisaient du soutien scolaire, des activités pour les jeunes, mais comme ils avaient une sensibilité culturelle, de par leur engagement dans Zebda, le groupe de musique, eh bien ils faisaient les deux. Zebda, à ce moment-là, est un groupe qui a énormément de succès. Dans le monde musical, il est perçu comme un groupe engagé qui parle ouvertement de politique dans ses chansons, mais qui est aussi festif, populaire. Et leur sensibilité culturelle, elle les a poussés aussi à organiser des concerts, on avait vu dans le cadre de la Caravane des quartiers. Et dans leur esprit, le culturel, c'est le moyen de créer du vivre ensemble à l'échelle du quartier et de la ville. Chez eux, tout ça, la musique, le social, le culturel, ça se mène vraiment en cohérence. Sauf que pour eux, le cadre de la politique de la ville, c'était beaucoup trop contraint. Parce que ce sont les politiques locaux qui décident comment les fonds politiques de la ville vont être distribués et quelles actions vont être menées. Et pour les tactiques collectives Vite Écrit, ça fonctionnait pas parce que les actions dont eux voulaient, les collectivités, ça les intéressait pas. Par exemple, ils organisaient une fête locale des sans-papiers ou la sortie d'un album de chants de lutte. Les institutionnels de la politique de la ville, eux, ça ne les intéresse pas, ça. Donc tous cherchent d'autres moyens de financement, puisque l'argent est le nerf de la guerre, et ils vont avoir cette idée de l'album Motivé, sorti en partenariat avec leurs copains de la Ligue communiste révolutionnaire. Si Zebda, en tant que groupe musical, est distribué par une maison de disques,
Cet album, La Motivée, est en autoproduction, autodistribution. La LCR met l'argent de départ, ils appellent leurs copains pour la musique et le chant, et puis ils vont puiser dans le répertoire des chants de lutte du monde entier. Et leur espoir derrière, c'est de gagner l'argent de l'autonomie. Et ça va fonctionner parce qu'ils vont vendre 200 000 exemplaires. Ce sera cette année-là la bande-son des manifestations de gauche contre l'extrême droite et dans d'autres mobilisations très nombreuses en 97. Mustapha Amokran explique à l'époque qu'ils en attendent un peu plus même. Ils espèrent créer une mobilisation citoyenne. Ils ont aussi identifié que la politique de la ville maintient les associations dans la dépendance. Je cite, « Trop d'associations sont prisonnières du système socio-éducatif et culturel. Les subventions les privent souvent d'autonomie politique. En tant que groupe, nous avons pris goût à notre indépendance. Tactique Collectif fonctionnera sans subvention. » Alors le journaliste à qui il livre ses propos lui demande si le fait qu'Alain Krivine co-signe le livret du disque et que la LCR ait mis l'argent ne lui semble pas contradictoire avec ses buts, mais eux assument complètement parce qu'ils se considèrent de gauche. Ils assument leurs liens politiques. D'ailleurs dans ce disque, des militants de la CGT, Lucie Aubrac ou même Leïla Chaïd ont participé. Les Hebda Tactique Collectif veulent réhabiliter le militantisme politique. Et ce qui les caractérise aussi, c'est que pour eux, la lutte doit être festive. Toujours dans le registre politico-culturel, Justice en banlieue est organisé cette année-là. C'est un grand concert de soutien au mouvement de l'immigration et des banlieues. Il a lieu à la Cigale au mois de mars et Sléo, Fab, Kabal, Yazid, Ministère Amer, Assassin, Momoroots, Lofofora et d'autres viennent performer en soutien à la cause. À peu près au même moment sort le disque 1130 contre les lois racistes où des tas d'artistes viennent poser. Alors ce disque, 1130 contre les lois racistes, c'est une initiative de Jean-François Richet, le réalisateur de Ma cité va craquer, qui est aussi le patron du label Cercle Rouge Productions. Il a cette idée avec Spirit. Spirit, c'est un producteur de musique qui, avec son frère, est un des poids lourds du hip-hop français. Leur équipe s'appelait White and Spirit et ils ont aussi composé la bande originale de Ma cité va craquer. Et c'est vraiment cette année-là que leur carrière décolle. Les deux frangins, Fabien et Mike, collaboraient d'ailleurs avec les Deux Balles de Nègre. Avec ce disque, les lois qu'ils visent sont les lois Pasqua-Debré. Alors ce sont des gens qui sont dans la radicalité, le son est dur, il n'est pas festif, et ils dénoncent l'antiracisme folklorique bon enfant, mais au-delà de la forme, ça reste assez semblable à ce que fait le Tactique Collectif à Toulouse, sauf que eux, ce n'est pas avec la gauche qu'ils s'associent, c'est plutôt avec le milieu libertaire, anarchiste, comme la fréquence Paris Pluriel. Jean-François Richet explique que cette idée de disque est née en réaction à une pétition de cinéastes contre les lois Debré. Et eux ont trouvé ça totalement réformiste. En plus, ils jugeaient que certains des cinéastes qui avaient signé ce papier étaient proches du pouvoir. Et puis, avec eux, il y avait Madj d'Assassin qui voulait que le rap s'engage. Et c'est d'ailleurs Madj qui aura l'idée de verser les bénéfices et les droits d'auteur au mouvement de l'immigration et des banlieues, parce que Madj dit que c'est une association qui a toujours défendu ce que les autres jugeaient indéfendable. Et pour le concert, le CNDP, le Comité national contre la double peine, va aussi recevoir une partie des fonds de soutien. Les militants du MIB, eux, trouvent que c'est une occasion de se réapproprier une parole de banlieue qui a été confisquée par les sous-marins SOS Racisme et France Plus. Et tous expliquent ça lors d'une conférence de presse qui est organisée au local de l'association. Les journalistes qui viennent ce jour-là découvrent l'organisation et pour situer un peu politiquement le combat du MIB, il s'appuie sur les posters au mur du local qui relatent la mort de Wardia Audache, qui était décédé quelques minutes après sa garde à vue, ou de Mohamed Diab, tué d'une rafale de mitraillette par un policier, et de plein d'autres encore. Donc le concert et le CD sortent à la même période, et en octobre sera organisé un événement pour la remise d'un chèque de 500 000 francs au MIB. Et c'est un disque qui a fait un record dans les charts musicaux. Il est resté à la 37e place des ventes de singles, ce qui est quand même inhabituel dans un marché où les titres en général font 4 minutes grand maximum. Et donc dans les partenaires, il y avait l'AMI et Fréquence Paris Pluriel aussi. Donc pour le cadrage politique, on reconnaît vraiment beaucoup Richet et Madj qu'on va écouter maintenant dans l'introduction du morceau. Loi de fer, loi Jox, loi Pasqua-Debré, une seule logique. La chasse à l'immigré. Et n'oublie pas tous les décrets et circulaires. Nous ne pardonnerons jamais la barbarie de leurs lois inhumaines. Un État raciste ne peut que créer des lois racistes. Alors assez de l'antiracisme folklorique et bon enfant dans l'euphorie des jours de fête. Régularisation immédiate de tous les immigrés sans papier et de leurs familles. Abrogation de toutes les lois racistes régissant le séjour des immigrés en France. Nous revendiquons l'émancipation de tous les exploités de ce pays. Qu'ils soient français ou immigrés.
Cette année-là, le MIB participe à plusieurs mobilisations contre la répression de l'immigration. Il participe aussi à la commémoration du 17 octobre et puis ils organisent quelques manifestations sur la question de la double peine. La pétition qui a irrité Jean-François Richet, Spirit et Madge, c'est celle de 66 cinéastes qui publient en février un manifeste qui paraît dans Le Monde, Libération et Les Inrecuptibles. Et dans les cinéastes, on va retrouver des gens comme Arnaud Desplechin, Romain Goupil, Bertrand Tavernier, Karim Dridi, Pascal Légitimus ou Robert Guédiguian. Et c'est un appel à la désobéissance civile parce que donc ils réagissent au projet de loi Debré qui prévoit de criminaliser l'accueil des étrangers et de favoriser la délation avec l'idée de créer un fichier des personnes qui hébergent des étrangers. Cette pétition est ensuite signée par énormément de gens. Il y a aussi un comité anti-délation qui va se créer avec Albert Jacquard, Lucie Aubrac ou Monseigneur Gaillot. Et eux font le parallèle avec les pratiques de délation sous Vichy. Et donc autour de ce projet de loi Debré, cette année-là, il y a énormément d'initiatives sur le sujet, de grosses manifestations à laquelle participent le MIB bien sûr, mais aussi des collectifs de sans-papiers et les organisations de gauche. Et d'ailleurs, cette année-là, les chansons de Zebda sont une des bandes-son des manifestations de gauche. Au mois de juillet, le deuxième film de Jean-François Richet sort, c'est donc Ma cité va craquer. Il avait déjà sorti État des lieux, qui était un film sur la banlieue, qui était vraiment le film d'un militant de la lutte des classes, où on voyait des dialogues qui étaient très militants entre prolétaires des quartiers. Bon, parce que l'ennemi de Richet, ça reste le grand capital. Bon, État des lieux, c'était un film assez confidentiel. Le deuxième surfe un peu plus sur la mode. C'est la version cinématographique de la chanson d'NTM, Qu'est-ce qu'on attend pour foutre le feu. Et dedans, on retrouve toute l'esthétique de l'émeute qui est assez chère aux libertaires, qui font de l'émeutier de banlieue leur nouveau héros. Alors comme Richet a un pied dans le cinéma et puis l'autre dans le hip-hop, son film musicalement est construit un peu sur le modèle de Boys in the Hood, avec la banlieue chaude, les armes, le virilisme et puis une bande-son électrisante qui d'ailleurs a été composée par White and Spirit. White and Spirit, ils avaient du mal à lancer leur carrière et ils ont signé avec Richet un contrat à 1 million de francs qui leur a mis le pied à l'étrier. Bon, le truc de Richet, c'est la radicalité des banlieusards, c'est hyper réaliste. Il déteste Kassovitz, pour lui c'est un bourgeois, et lui son truc c'est plutôt Lénine et Marx, même si, comme c'est un jeune entrepreneur, il sait qu'il faut composer quand même, donc TF1 et Canal+ coproduisent son film. En tout cas, Ma cité va craquer, c'est un grand succès au cinéma cet été-là, notamment dans les banlieues, parce que beaucoup de rappeurs viennent poser sur la bande-annonce et le disque rencontre beaucoup de succès. C'est coproduit par Why Not Productions et Écrit Prolétarien. Et le film débute par des scènes d'émeute au second plan, un beat lourd et puis une adolescente au visage angélique qui charge une arme et tire des coups de feu. Et donc, à vrai dire, il valide un peu tous les préjugés d'une jeunesse amorale, hyper violente, obsédée par l'illicite, feignante, etc. Donc, il est réaliste dans ce qu'il montre des relations avec la police et l'autorité, et c'est peut-être ce qu'il y a plus dans le film. Il montre aussi le regard de la jeunesse, peut-être qui amalgame toutes les formes d'autorité et qui les voit comme des collabos, comme les personnels de l'éducation nationale qui ne comprennent rien à leur vie et qui appellent la police pour régler ce qui se passe à l'école. Jean-François Richet a évidemment commis la même erreur que la plupart des Blancs qui font des films sur la banlieue. Il s'est donné le beau rôle dans le film, donc on le voit énormément. Et puis, il y a un peu de nationalisme de banlieue dedans, c'est-à-dire c'est un film qui définit l'identité de banlieue à partir de tout ce que la société déteste. Et puis, il y a quand même une certaine apologie de la violence, dans le sens où chaque fois que survient la violence, une bagarre, un passage à tabac, une fusillade, une révolte, il lance un son qui donne à ce qui se passe un côté romantique. Et donc, on imagine bien quelqu'un reproduire les mêmes scènes et s'imaginer en héros. Le message de Richet, il est autant de dire la société nous nique, donc autant niquer la société. Et puis il y a quelques scènes improbables, comme celle où des jeunes discutent de la forme de lutte la plus adaptée. Et Richet leur fait dire que la vraie révolution, c'est pas le graft ni l'émeute, c'est la grève ouvrière. Bon. Donc il a quand même, avec le recul, quand on le regarde aujourd'hui, on sent que Richet a quand même un message pour dire voilà ce qu'il
considère comme ses frères de banlieue, vous ne choisissez pas le bon mode de révolte. Mais il y a quand même plusieurs lectures possibles et quelqu'un qui regarde ça à 16 ans, à 20 ans, va plutôt en retenir les appels à la guérilla et le côté hyper viril de la violence et notamment la violence avec armes. Et puis on retrouve cette chose tellement chère à la culture blanche, c'est-à-dire la valorisation de la mort, puisque un des personnages principaux est un sociopathe incapable de la moindre émotion, et le seul moment où on lui voit un peu d'humanité, c'est quand il étreint son frère qui vient de mourir tué par la police. Donc voilà, quelqu'un qui ne réfléchirait pas trop retiendrait plutôt ce générique électrisant de fin de film où les poulains de la maison de disques de Richer, les 2 balles de nègre, scandent. La sédition est la solution. Révolution. Multiplions les manifestations. La sédition est la solution. Révolution. Multiplions les manifestations. Alors du côté de l'immigration et de la double peine, il y a eu changement de gouvernement et début de cohabitation. Lionel Jospin est Premier ministre et il a pris Jean-Pierre Chevènement à l'intérieur. Le début d'année a été très occupé par des protestations contre le projet de loi Debré. Chevènement fait table rase et concocte un nouveau projet de loi. Il a demandé à Patrick Weil de rendre à la rentrée un rapport censé servir de base à son projet de loi sur l'immigration et la nationalité. Et quand elles le découvrent, les associations sont tout à fait insatisfaites. Elles dénoncent le fait que dedans, il y ait quand même le projet d'allonger les durées possibles de rétention administrative. Et à l'époque, Jean Costil, qui vient donc de disparaître récemment, paix à son âme, donc pour la CIMAD, il réclame la fin de la logique du soupçon et il publie un recueil de propositions qu'il intitule « Pour une nouvelle législation sur les étrangers ». À l'époque, il est interviewé par Le Monde et il explique que la législation actuelle est construite sur le soupçon et que l'étranger n'est pas traité comme un sujet de droit commun. Et d'après lui, il faudrait créer un organisme sur le modèle de l'OFPRA et surtout que la gestion des étrangers ne relève plus du ministère de l'Intérieur. Lui défend le principe du droit au respect de la vie privée et de la vie familiale, notamment pour les doubles peines que lui a l'habitude de recevoir à sa permanence juridique, et il dénonce le projet de Chevènement qui, selon lui, ne respecte pas ce principe, pourtant imposé par les lois européennes. Et donc la fin de cette année 97 sera marquée par la grève de la fin des doubles peines à Lyon. Dans cette région, donc la CIMAD et les JAL ont l'habitude de défendre au cas par cas les dossiers des doubles peines. Mais la défense au cas par cas, elle a ses limites, notamment quand les voies de recours ont été épuisées. Et fin 1997, 6 puis 7 doubles peines vont décider d'engager une grève de la faim et elle va se tenir au local des Jalbes. Leur situation est que leur condamnation ou bien l'arrêté d'expulsion ou l'interdiction du territoire dont ils font l'objet, elle date parfois de plusieurs années. La plupart des grévistes de la faim sont des pères de famille, arrivés très jeunes en France. Parfois, ils sont revenus clandestinement après avoir été expulsés. Et eux, ce qu'ils demandent, c'est très clair, c'est que soit respecté leur droit de vivre en famille, le droit de leurs enfants, que les suspensions soient suspendues, que leur sort soit intégré et pris en compte par le projet de loi Chevènement qui va être voté. Parce que quand les gens ont vu Lionel Jospin nommé Premier ministre, ils se sont souvenus des promesses qu'il avait faites en tant que candidat au présidentiel. Et à l'époque, Jospin s'était positionné pour l'abrogation des lois Pasqua-Debré. En même temps, dans ces cercles militants, on sait bien ce qu'est le PS et le peu de crédit qu'on peut lui accorder. La preuve, c'est que, avec le projet de loi Chevènement, des régularisations de sans-papiers sont annoncées, mais les critères sont tellement restrictifs que ça touche très peu de monde. Et puis surtout, pourquoi ces doubles peines vont en grève de la faim ? C'est parce qu'ils sont complètement laissés de côté dans ce projet de loi. Dans les grévistes de la faim, on trouve des gens comme Farid, 36 ans. L'État avait utilisé le motif d'atteinte à la sûreté de l'État pour le faire expulser en urgence vers le Maroc où il n'avait aucune attache familiale. Et d'ailleurs, quand il est arrivé là-bas, il a fait de la prison parce que les Marocains le soupçonnaient d'être un terroriste. Il y a aussi Abdel, 38 ans, arrivé en France à l'âge de 8 ans, qui, après qu'il a purgé sa peine pour un délit, est complètement rentré dans le droit chemin. Au moment de cette grève de la faim, il est père de famille et il ne peut pas aller travailler à cause de sa situation administrative qui est complètement bloquée. Donc lui, Abdel, ça faisait 15 ans qu'il se battait pour que son dossier soit rouvert et ces 16 jours de grève de la faim lui ont fait gagner le réexamen de son dossier. Leur revendication à tous, ces grévistes de la faim, c'était une justice égale pour tous et leur lutte était aussi évidemment un symbole pour la dizaine de milliers de doubles peines à l'époque. Donc ils ont obtenu au bout de 16 jours que leur situation soit étudiée. C'est arrivé assez rapidement parce que le gouvernement essayait d'empêcher la naissance d'une protestation.
Seulement les grévistes vont voir après coup que ce réexamen ne réglait pas tout. Seulement une partie d'entre eux va être régularisée. Et donc, en avril 98, on le verra au prochain épisode, ils repartent en grève de la faim, toujours au local des Jalbes. Ils seront d'autant plus mobilisés que être expulsés pour l'Algérie, pour ceux qui sont originaires d'Algérie, c'est aller possiblement à la mort. Et puis du côté des crimes policiers, cette année-là, il se passe quelque chose d'assez notable. C'est 2 jeunes en 2 jours qui meurent, et c'est vraiment une chose assez frappante. D'abord Fabrice Fernandez, à Lyon, qui meurt dans un commissariat, il avait 24 ans à l'époque. Et le gardien de la paix qui l'interrogeait l'a abattu d'un coup de fusil à pompe. Il avait 3 enfants en bas âge, et le policier qui l'a tué aurait dû être révoqué bien avant. Il était tout à fait connu dans la police pour avoir des problèmes de comportement. Et après son geste, tous vont pointer du doigt l'incapacité de l'institution policière à fonctionner sainement, en fait, comme n'importe quelle institution. Et même des syndicats de police vont dénoncer les soutiens abusifs et l'inertie administrative qui a bénéficié à ce qu'ils appellent une brebis galeuse. Donc ce type était passé 2 fois en conseil de discipline, la première fois parce qu'il avait mis en vente de fausses cartes de police et la deuxième fois pour coups et blessures et insubordination envers sa hiérarchie. Son dossier mentionnait des troubles psychologiques et aussi une dépression nerveuse chronique, et le type était en poste. Et rien que dans l'assassinat de Fabrice Fernandez, il y avait une succession de fautes graves qui conduisait à l'irréparable. Et donc Chevènement a été obligé de réunir une cellule de crise au ministère de l'Intérieur tant la protestation grondait. Mais bon, on sait aussi classiquement que ce policier a été lâché parce que sa responsabilité était clairement engagée, il était indéfendable, c'était l'arme de Fabrice Fernandez et la victime était menottée. Donc dans tous les cas, judiciairement, le flic était fait. Et c'est pour ça que ses pairs l'ont lâché. Et en décembre toujours, donc quasiment en même temps, Abdelkader Bouziane, 16 ans, est tué d'une balle dans la tête par la BAC à Damary-les-Lys. Sa mort fait ressortir tout le ressentiment de la population face au traitement policier. Et c'est ce qui va s'exprimer à ce moment-là. Le quartier va s'embraser pendant 1 semaine. La presse parle de scènes de guerre. Il est plus juste de parler d'une guérilla organisée. Mais si c'est le cas, il faut comprendre que c'est la police qui a créé cette situation en pratiquant l'humiliation régulièrement, en harcelant les jeunes. Et pour ces jeunes, il est clair que Abdelkader Bouziane avait été visé délibérément. Sa tête était mise à prix parce qu'il faisait partie de ceux qui répondaient aux provocations des flics par des rodéos et par des coups de force. Les flics ont d'abord raconté que la balle a été tirée lors d'une course-poursuite, sauf qu'à son réveil, le passager de la voiture a bien évoqué un passage à tabac pendant lequel il a entendu les coups de feu. En tout cas, une marche en mémoire d'Abdelkader réunira 700 personnes marchant derrière la banderole de tête tenue par des enfants. Et comme la veille à Lyon, la marche en mémoire de Fabrice Fernandez avait dégénéré, ce jour-là à Damary-les-Lys, il y a un service d'ordre qui veille soigneusement sur la manifestation. Et à la fin de la marche, une délégation ira rencontrer le préfet. Malika, la tante d'Abdelkader Bouziane, annoncera d'ailleurs à la fin la création d'un comité de soutien et de vigilance pour faire toute la vérité sur la mort d'Abdelkader. Et le maire, lui, de son côté, a pleuré beaucoup pour les dégradations dans sa ville, mais jamais pour la mort de ce jeune. Et il organisera une marche contre la violence à laquelle participeront élus, profs, associations, etc. Prenez garde, je suis l'arabe. Détournez vos regards, fugitifs, je ne veux plus les voir. Non, vos yeux sournois en disent bien long, je le vois. Nombreux sont les cerveaux atteints de paranoïa. À mon passage, je sens l'odeur de la rage qui se dégage. Malgré vos tentatives de camouflage, je me revois la fusillée des yeux. Que faire encore une fois à part? Maîtriser cette haine éphémère qui s'empare de moi. Et sur elle, mon fair play prend le pas. Car combien de fois ai-je déjà vécu ce schéma classique? Nous vous sommes antipathiques, basané égale trafic. Mais ce n'est qu'un cas d'extrapolation typique. J'ai peur que vos valeurs soient induites en erreur face à tant d'yeux voilés, à tant d'oreilles crottées d'ailleurs. L'offense est faite, la potence est prête, la sentence est prononcée, il n'accepte aucune raquette. Encore un dans notre monde, c'est sur quoi l'on tombe lorsqu'on sonde leur pensée profonde. Même si on dit que je
je suis citoyen à part entière. Je sais qu'entre nous il y aura toujours une frontière. Je suis l'arabe. Vous me reconnaissez, je suis l'arabe. Je suis l'arabe. Vous me reconnaissez, je suis l'arabe. À présent je me méfie, les flics à l'affût affluent de plus. Le pourcentage de bavure est prévu, ouais. Le feu vert leur est donné, fenêtre ouverte aux préjugés. Attention à ne pas bouger. Après quoi on se contente de nettoyer son arme, tandis qu'on laisse la mer se noyer dans ses larmes. Là, l'abus de pouvoir atteint son paroxysme, et combien des miens en ont fait les frais, longuer la liste. Oui, je suis l'arabe, pas le beurre mais l'arabe. Et l'arabe, il lui tarde que vous fassiez taire les armes devant tant d'affronts, comment rester indifférent? Le sang qui coule dans mes veines me le défend. Non, je ne prône pas la guerre, mais la paix pour mes frères. Je veux juste étouffer ce vent de haine qui erre dans vos esprits, malade en perdition. Je suis l'arabe, stopper l'oppression est ma mission. Je suis l'arabe. Vous me reconnaissez, je suis l'arabe. Oui, je suis arabe, je viens du Maghreb, j'ai le sang chaud. Essayer de me faire changer de peau serait un fiasco, mais ma religion est mise en cause, voilà le drame. Le pays de la laïcité ne tolère pas le chômage, ravage, on parle d'immigration. Et lorsque la banlieue s'enflamme, on nous parle d'intégration. Faites donc de ces 2D, bah la symbiose. Tout a été fait afin de créer la psychose. Ils osent nous jeter la pierre, nous faire porter le chapeau, comme si cela remettrait le bateau à flot. Mais ils n'en ont que faire, l'important est de faire diversion. Coupable l'étranger, voilà leur version. Ils adoptent là une stratégie archaïque, mais dogmatique. Le peuple plonge à pic, peut-être le comprendrez-vous un jour. J'en doute, en attendant votre animosité, je ne peux passer où. Je suis l'arabe. Je suis l'arabe.